Si vous voulez encourager local, pensez Voyage Aquaterra Lévis. Mel Guillemette et son équipe sont là pour vous. Avec Voyage Aquaterra Lévis, comblez vos désirs grâce à nos agents formés pour organiser vos voyages sur mesure. Voyage Aquaterra Lévis, 88 741 3437, 88 741 3437. C'est l'apocalypse. Sex. Yes, I shouted fire. I shouted many things. Games and rock'n'roll avec Raph Beaupré. Ça risque d'être une bonne découverte pour plusieurs. Il y en a qui en ont déjà fait. Il y en a qui, en voyant le titre, voyons, qu'est-ce qu'elle a à me dire là-dessus ou c'est qui va me parler de ça? Je veux vous parler de qualité d'assurance sur les jeux vidéo, les testeurs de développement, les testeurs de jeux vidéo, de sites web et tout le tralala. Pourquoi? En 2020, ça a bien de l'air que j'ai expérimenté un peu le tout, puis j'ai rencontré des gens dans le domaine, puis c'est plus passionnant et divertissant que j'aurais cru. C'est peut-être que pour bien du monde, ça peut être boring, mais on va vous en parler davantage. Je vous ai amené Marco Castonguay. Salut. Salut. Marco, toi, ça fait des années que tu fais ça. Oui, ça fait environ 14 ans, là, je dirais déjà. Quand on jasait pour le travail, bien évidemment, entre les lignes, des fois, on se pitchait des anecdotes. En fait, tu me pitchais des anecdotes, puis moi, je te posais des questions parce que j'étais intriguée, puis veux pas, j'ai eu une job temporaire à l'endroit que tu travailles aujourd'hui. J'avais une curiosité derrière tout ça, puis je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour les gens de ce podcast-là, de Sex Games and Rock'n'Roll, parce que souvent, dans ce podcast-là, on parle de passion, de tripeux, de crinqués. Puis, quand on parle de jeux vidéo, voyons, il y a du monde qui dit, voyons, toi, tu vas me payer à tester des jeux vidéo, tu vas me payer à avoir du fun. Je pense que c'est un peu plus que ça, puis c'est ce que tu vas nous raconter plus en détail. Pour commencer avec le début, testeur de jeux vidéo, c'est quoi la base? C'est quoi? Yes, mais en fait, écoute, ça le dit, on teste des jeux vidéo, mais là, t'as commencé justement en parlant de la perception des gens, on joue, puis on est payé pour s'amuser. Ça, c'est quelque chose qui perdure depuis vraiment longtemps. Mais non, c'est pas tout à fait ça. Ça va peut-être briser les rêves de certains, mais... Sûrement, oui, c'est clair. On teste en fait tous les aspects du jeu, que ce soit par rapport aux animations, le son, la qualité graphique, la progression à travers le jeu. Donc, ça va varier selon c'est quoi les types de jeux, évidemment. Si on teste Call of Duty, ça sera pas exactement les mêmes choses qu'on va regarder que si on teste... On fait pas juste passer le jeu, c'est ce que tu nous dis. Non, finalement. exactement. Donc, il y a plusieurs types de tests aussi qui vont se faire. Moi, je suis travaillé beaucoup, surtout en test de fonctionnalité, en test de développement qu'on appelle. Mais il y a aussi des tests de localisation qui sont en fait tester les langues, s'assurer que toutes les traductions sont bonnes. On va tester aussi la photosensibilité, exactement. Exemple, les personnes qui font des crises d'épilepsie. Oui. Donc, ça va jusque-là. C'est vraiment... On va tout passer ce qui est possible d'imaginable de passer dans un jeu. J'imagine aussi avec des problèmes d'audition, des choses comme ça. Il doit y avoir des jeux adaptés. Ou les sous-titres. Il faut s'assurer que les sous-titres soient toujours là. C'est justement pour les personnes qui ont des problèmes auditifs. Il faut que ce soit accurate avec ce qu'il y a dans le jeu et l'audio, les voice-overs. Donc, c'est vraiment la totale. Déjà, juste là, je pense que t'en as perdu une couple en voulant dire « OK, finalement, je fais pas juste jouer le jeu puis avoir du fun. » Il y a plus que ça. Puis, est-ce que un testeur... Est-ce qu'on a besoin... Je vais te poser des questions bien basiques, même si, j'ai travaillé un peu là-dedans, fait que je connais les réponses, mais je veux que ce soit toi qui élabore là-dessus. Est-ce que on a juste un testeur par jeu vidéo ou par site web? Est-ce que ça varie? Ça varie, ça va dépendre de la grosseur du jeu. C'est bien certain qu'il y a un jeu qui va être d'une ampleur, je prends Call of Duty encore en exemple, ou que ce soit Guitar Hero ou les AAA games qu'on appelle, triple A. En fait, c'est ça, ça peut monter une équipe qui va monter jusqu'à 100, 150, 200 testeurs, qui va sur une durée de plusieurs mois. Puis ça peut aller aussi à une plus petite équipe qui va être un testeur qui va être responsable du jeu pour la durée totale du jeu. Au complet. Donc ça veut dire que, mettons, une équipe là, qui, comme tu le dis, là, il y en a 200, 230, j'imagine que chaque testeur a un truc en particulier qu'il doit tester ou regarder, une tâche en particulier. Exactement. Puis on va essayer de faire une rotation, mais il y a aussi des testeurs qui vont être spécialisés dans certains aspects du jeu. Mais oui, c'est ça, on va être séparés. Une partie de l'équipe qui va s'occuper d'une plateforme spécifique. Exemple, une partie de l'équipe va s'occuper de PlayStation, l'autre va être sur Xbox, l'autre va être sur PC. Aussi, après ça, on va séparer justement tous les aspects différents du jeu pour être sûr que tout va être couvert. Donc, une personne va être responsable de l'audio, une autre personne va être responsable de la progression, pour s'assurer que tout a été couvert. Et puis tout ça,
c'est traqué dans des documents qui vont nous permettre de s'assurer, OK, ça a été regardé, ça a été regardé. On peut passer à un autre appel, s'assurer de tout couvrir. Gars, premièrement, c'est quoi, je vais te poser la question, c'est quoi être un bon testeur? C'est quoi les compétences nécessaires pour être un bon testeur? La première, c'est certain qu'il faut être quelqu'un qui est curieux, puis quelqu'un qui veut sortir out of the box, si je pourrais dire. Donc, qui va essayer de penser plus loin que juste le chemin principal du jeu. Donc, quelqu'un qui va essayer de briser ça, puis d'essayer de penser à quelque chose que pas tout le monde verrait. Quelqu'un qui va se trouver du fun à essayer de trouver des glitches puis à foncer dans un mur 8 fois parce qu'il trouve ça drôle. Exactement. Ou pas, là, parce que c'est sa job, là, mais... donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui démarque un testeur correct d'un bon testeur. C'est quelqu'un qui va être capable d'aller plus loin que le chemin principal. Mais c'est sûr que ça prend quelqu'un qui a un sens d'observation, ça prend quelqu'un qui est aussi, on parlait aussi du son, c'est quelqu'un qui est capable de porter attention au son du jeu. Si vous êtes quelqu'un qui joue au jeu en écoutant de la musique en background par-dessus, puis vous portez pas nécessairement attention au son du jeu, c'est quelque chose que, justement, ça va manquer des aspects du jeu qui sont importants de regarder aussi. Question niaiseuse, là, puis je veux pas discriminer personne, là, mais quelqu'un qui a un bon TDAH, est-ce que c'est fait pour lui? Je veux savoir, est-ce que ça peut le nuire ou peut l'aider? Il y a moyen de travailler avec ce genre de personnes-là, justement, indépendamment. On va me donner des tâches qui vont faire que ça va fonctionner. C'est sûr que, si je te demande de tester tel truc spécifique, mais que là, tu te laisses déconcentrer par tout ce qu'il y a dans le jeu, puis tu pars à gauche puis à droite, ça va peut-être rallonger la tâche que je t'ai demandé de faire, donc ça va nuire. Mais il y a moyen de dire, justement, profiter de ça, de cette personne-là, elle se fait attirer à gauche, à droite, un peu comme un vrai joueur se ferait dans la vraie vie. Souvent, c'est rare que quelqu'un va jouer au jeu, puis son but principal, ça va définir directement le plus rapidement possible le jeu. Non, il y a ça là, il va partir à gauche, puis c'est fait. Donc oui, ça peut être une bonne chose aussi. Il faut penser plus loin que l'autre bout du nez, dans le fond. Il faut aller plus loin, parce qu'on se dit, écoute... oui, mettons que tu parlais de Call of Duty, puis on va y revenir parce que je sais que tu as déjà travaillé là-dessus. Là. Mettons qu'il y avait 230 testeurs pour telle version de Call of Duty. Puis, c'est 230 joueurs, 230 façons de jouer, 230 façons de regarder pour essayer de trouver où il y a un bug. Mais finalement, quand tu regardes à côté... oui, 230 testeurs, mais il va y avoir comment de joueurs? Des milliers de façon mondiale. Fait que rendu là, l'échelle, faut essayer. Il faut que ces 230 personnes-là essaient de penser comme pour ces milliers de personnes-là, pour pas qu'ils trouvent d'erreurs ou pour offrir un produit de qualité qui est le jeu vidéo. Tout à fait, puis c'est ce qui fait aussi que, un autre point, c'est d'être versatile puis d'être original dans ses tests. Donc, c'est pour ça aussi que souvent, on va s'organiser pour faire une rotation. Donc, on va toujours faire les mêmes tâches à la même personne durant tout le projet parce que, justement, tu as besoin d'amener des yeux nouveaux. Nécessairement, on finit par s'installer une routine à faire les mêmes choses dans le même ordre. Pour accélérer et être plus efficace, mais c'est ce qui est bien, mais à some point, ça devient négatif aussi parce que tu sors pas de ton chemin que tu fais habituellement, fait que tu vas manquer des choses. Donc oui, c'est tout le genre de choses qu'il faut prévoir. Quand tu dis de faire plusieurs fois la même tâche, puis c'est ce qui m'avait donné l'idée de faire un podcast avec toi. À un moment donné, tu m'as sorti de même. Ouais, écoute, c'est bien le fun de faire de la qualité d'assurance pour les jeux vidéo d'Ultralala, mais j'ai déjà travaillé sur Call of Duty, puis je me suis fait headshotter je sais pas combien de fois pour vérifier si je mourais comme il faut. Fait que c'est pas juste avoir du fun, c'est se faire tuer parce que ça fait partie du jeu, tu sais. Oui, c'est un exemple. Là. Effectivement, il y a beaucoup de tests qui sont monotones, répétitifs. On peut penser facilement là, au travail à la chaîne dans une usine, là, parce que tout le monde est placé à son point sur la chaîne puis fait la même chose pendant 8 heures. C'est la même chose de façon virtuelle. Exactement. Les tests reviennent aux mêmes choses. Si ça va arriver souvent qu'on va faire les mêmes tâches. Au début, c'est le fun, c'est excitant quand tu arrives sur un nouveau projet. Si tu le découvres puis tout est nouveau. Mais quand ça fait 4, 5, 6 mois que tu travailles sur le même projet, que tu fais les mêmes tâches avec les mêmes niveaux, ça devient vite répétitif. Donc, il faut être capable de dealer avec ça, justement, d'être capable de rester motivé puis de continuer de se trouver des défis pour se garder alerte puis pas rien manquer. Parce que plus on approche vers la fin, plus c'est là que ça devient monotone, généralement, puis répétitif. Mais il faut pas tomber dans
le pattern de se démotiver puis de faire toujours les mêmes choses puis d'en rater. Là. Fait que dans le fond, pour revenir à la question de c'est quoi un QA, c'est quoi un testeur de jeux vidéo, c'est quelqu'un qu'on lui demande une tâche précise pour un jeu ou un site donné. Par la suite, il doit se préparer, comprendre comment le jeu fonctionne, puis apprendre la base, ou qui est rendu dans le développement, bien évidemment, parce que des jeux qu'on teste qui ne sont pas terminés, il y en a certains qui sont terminés, qui sont proches d'une sortie puis d'un lancement, donc il faut bien le tester. Et par la suite, bien évidemment, si le testeur voit ou remarque qu'il y a un problème, il faut rapporter le bug. Ça, c'est une autre étape. Exact. On rapporte le bug, et à ce moment-là, ça se retrouve dans les mains du développeur ou de l'artiste ou l'animateur, peu importe, qui, lui, à ce moment-là, va régler le problème. Lorsque c'est fait, il nous le retourne, puis nous, c'est notre travail de revérifier, s'assurer est-ce que ça a bien été réglé le problème. Et le défi qui vient avec l'idée de réparer un problème, c'est que souvent, en réparer un, va en créer un nouveau ailleurs. Surprise! Donc, c'est exact. Donc, c'est de s'assurer de, ça a été bien fait, mais est-ce que ça l'a affecté un autre endroit dans le jeu qui aurait pu être affecté par ce fixe-là, dans le fond. Fait que dans le fond, mettons, là, je sais pas, on invente un jeu là, qui mettons, on prend un petit bonhomme à chapeau, à moustache, puis c'est un jeu de plateforme, puis il décide de sauter des blocs, puis de rentrer dans des tunnels. Bon, je parle de Mario. Mettons qu'on prend le jeu de Mario avec ce testé, puis qui est sorti ou quoi que ce soit, on veut développer un jeu de Mario, puis que présentement il est en développement. On se rend compte que lorsque, le QA, la personne qui teste le jeu, que lorsqu'il vient pour sauter proche d'un pipe, là, d'un green pipe, que son saut ne fonctionne pas. Donc, ce que tu nous dis, c'est que le QA va aller l'entrer dans un système informatique pour pouvoir envoyer la tâche au développeur, au programmeur, ou bien à qui de droit, la personne qui s'occupe de ce problème-là, pour pouvoir dire, il est où le problème, comment décosser, puis comment je le reproduis. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que la job de développement d'un rapport de bug, mettons? Oui, mais en fait, justement, si tu tombes sur un bug, comme celui que tu viens de décrire, la première chose, c'est de voir, est-ce que ça le fait à 100%? Est-ce que ça le fait à d'autres endroits dans le jeu? Est-ce que le but, c'est de trouver la façon de le reproduire la plus simple possible pour que quand ça va arriver dans les mains du développeur, il y ait une description exacte et précise de c'est quoi le problème pour qu'il puisse rapidement le régler puis que ça le règle partout. Si finalement tu le files pour un niveau, mettons, puis finalement ça le faisait partout dans le jeu, si ça n'a pas été rapporté, ça va demander le double de la job que ça aurait dû prendre. Donc c'est le genre d'investigation qu'on fait. À ce moment-là, on va aller justement dans la base de données puis s'assurer de rentrer toute cette information-là avec une vidéo qui explique, qui démontre le problème et la façon de reproduire le bug pour permettre aux développeurs de bien faire ça. Le pourquoi que je te pose la question puis que je voulais que tu développes là-dessus, c'est que il y a des personnes qui pensent ouais, c'est bien le fun, ok, c'est correct là, tu sais, je comprends le fait que je passe pas le jeu vidéo juste pour avoir du plaisir puis que c'est ma job de le tester puis de dire oui, c'est fabuleux ou arc, c'est de la merde, tu sais, c'est plus que ça, puis après ça le pourquoi tu rapportes un bug, ok, mais tu fais pas juste dire au gars à telle place je saute mal. Fait que tu sais, c'est plus que ça, il y a une job de description, il y a une job de rapport à remplir un peu, tu sais, c'est un rapport de police mais version, tu sais, pour les jeux vidéo, dans le sens qu'il faut être très précis puis très très clair pour que tout le monde puisse le reproduire puis de régler le problème plus facilement. Oui, puis l'investigation, c'est la partie qui peut être aussi très frustrante parfois parce que justement, tu sais, tout le monde a déjà vu un bug puis peut dire tu sais, c'est facile, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà trouvé un bug, je peux dire que je suis un testeur, c'est comme oui, mais ouais. Est-ce que tu as compris pourquoi? Des fois, on va arriver des bugs qui arrivent, puis plus on va s'approcher vers la fin du projet, plus il va y avoir des choses qui vont être pas à 100%. Donc, tu es arrivé à tel endroit, le jeu a craché. Là, tu le refais, puis ça le refait pas. Mais là, c'est de trouver pourquoi, puis c'est de comprendre la mécanique qui fait pourquoi ça l'a fait ça, puis qu'est-ce que te rappeler, qu'est-ce que j'ai fait qui aurait pu créer ce problème-là, pourquoi la première fois ça l'a fait, mais pas la deuxième. Puis là, tu investigues, puis des fois, ça peut prendre beaucoup de temps, puis ça peut devenir frustrant de pas être capable de mettre le doigt sur le bobo exactement. Mais c'est ça, c'est une autre partie de la job qui est un beau défi, puis qui fait que justement, il faut que tu sois capable de réfléchir plus loin que ce qui est juste présenté devant toi. Ça peut être frustrant pour certains, puis aussi par moment, là, parce que tu sais, veux pas, si tu fais ça depuis autant d'années, c'est que tu as quand même une certaine passion derrière ça. Mais je peux comprendre les moments frustrants, mais aussi le côté passionnel qui est, ok, on joue un peu à Sherlock Holmes. Là. On est un peu Sherlock Holmes parce que, ok, toi tu l'as pas trouvé, attends un peu. Là. C'est un défi entre les collègues, puis dire, ouais, mais attends un peu. Moi, je pense que c'est juste parce que tu as changé l'heure sur ton cellulaire qui a fait en sorte que ça a craché.
là, puis c'est toutes des choses qu'on pense pas, ou parce que avant, ben j'ai pris une potion que d'habitude je prends pas, ce qui fait en sorte que ça trigger, le bug est arrivé. Fait que c'est toutes des... Ça peut être une espèce de défi, finalement, de trouver comment un bug a fonctionné. Parce que des fois, ben, de toute façon, tu allais sûrement nous le mentionner éventuellement, mais il y a aussi, on a la possibilité, mettons, là, qu'on parle parce qu'on parle de jeux vidéo, on parle aussi, tu sais, oui, d'ordinateur, de console, mais on parle aussi de cellulaire, de tablette et tout le tralala. Ben, quand on regarde sur un cellulaire, puis qu'on est en dessous d'une application, mettons, je sais pas, n'importe quel jeu, mettons Pokémon Go. On est capable, après, en dessous de Pokémon Go, de rapporter des problèmes, des bugs à la compagnie, mais moi, je suis pas une qualité d'assurance, je suis pas un QA, je suis un joueur bien normal qui ne teste pas le jeu vidéo. J'ai juste remarqué que motadine, l'ombre de mon bonhomme n'y apparaît plus, puis je trouve ça laid, puis je décide de l'envoyer. L'ombre de mon bonhomme apparaît pas, mais tous les autres joueurs autour, ils ont pas de problème. Ben, eux autres reçoivent le bug, puis il faut qu'ils fassent avec la pauvre description du joueur banal qui dit, ben ouais, le bug, j'ai un bug parce que mon ombre apparaît pas, ou bien j'utilise, je sais pas, une affaire pour avoir plus d'expérience, puis finalement, il pop-up pas, ben c'est de savoir, OK, comment il leur produit. Fait que rendu là, c'est la job au QA de trouver puis d'essayer de reproduire, ce qui est pas évident parce qu'il n'y a pas de détails. Non, exactement. Puis là, ben, t'amènes justement les téléphones, les mobiles, tablettes. C'est un monde, tu sais, on a tendance à penser que justement, gamer, c'est uniquement les gens qui jouent sur console. Puis même les personnes, souvent, il y a des personnes qui jouent sur téléphone, sur tablette, qui se considèrent même pas comme étant des gamers. Mais parce que pour eux, non, je joue juste sur mon téléphone durant mes pauses. Ben, ma mère qui joue à Farmville en cachette de temps en temps, ben, c'est une gameuse, là. Ouais, ça compte. Puis le marché, tu sais, est de plus en plus gros pour ça. Puis oui, effectivement, dans le cas de mobile, c'est plus facile pour les gens d'aller mettre des reviews directement sous le jeu. Puis nous, tu sais, ça, quand le jeu est terminé, on s'est pas terminé pour nous. On continue quand même de faire du support. On va faire des patchs pour régler des problèmes. Puis on va aussi répondre à ces gens-là qui trouvent des problèmes puis essayer de trouver, mais effectivement, souvent ça va arriver qu'on va avoir des problèmes, surtout sur mobile, c'est ben oui, effectivement, on vous croit qu'il y a eu ce bug-là à cet endroit-là, mais on là, le trouve pas pour le moment. Il y a tellement de sortes de téléphones, c'est pas comme exemple la Xbox ou la PlayStation, là, la console est la même pour tout le monde, c'est facile, on n'a pas à se poser la question, c'est ok, ben tu sais, c'est quelle sorte de machine qu'on le sait, c'est quoi. Sur mobile, c'est un autre monde, il y a 15 000 téléphones différents, le réseau, était-tu bon, tu sais, ça peut être... L'as-tu échappé dans l'eau? Ouais, tu sais, comme, est-ce que, tu sais, je veux dire, est-ce que c'est quelle version d'OS que t'as? Et ça peut être 1 million d'affaires, là. Ben, donc, c'est justement, pour gratter un peu sur le 1 million d'affaires que tu dis, là, surtout pour ce qui est du mobile, parce qu'on en parle, mettons qu'on regarde un iPhone, un Android, ou bien, je sais pas, moi, des BlackBerry, parce que ça existe encore. Surtout pour la politique, mais ça, c'est une autre histoire, on en parlera une autre fois dans un autre podcast. Mais par exemple, là, si j'ai un iPhone, ben, le iPhone 6, ben, comparativement au iPhone X ou XR, ben, en haut de l'écran, ben, il y a une petite partie noire où il y a l'appareil photo puis le flash, ce qui fait en sorte que, ben, veut pas, le développeur, la personne qui programme tout ça doit construire l'interface en fonction du iPhone avec telle mise à jour, comparativement, mettons, à l'iPhone 6 qui est full screen puis qui a pas de bloqueur, de bloqueur visuel au niveau de l'apparence du jeu. Fait qu'à ce moment-là, ben, peut-être qu'il y a des choses qui ont échappé au QA parce qu'ils ont pas essayé nécessairement avec tel ou tel appareil, ce qui fait en sorte que l'expérience joueur, l'expérience, on peut dire client, parce que c'est un client, le joueur, ben, lui, il est bloqué dans tout ça. Fait que finalement, c'est des détails qui sont importants puis qu'on imagine que c'est simple, mais finalement, la job du QA, puis qui est peut-être sous-estimé, mais sans le QA, les développeurs et les programmeurs, ben, passent à côté de bien des affaires. Non, effectivement, puis je veux dire, c'est sur les plus petits jeux, on a tendance à laisser de côté le QA un peu, sur les indies, les studios un peu indie, si on veut, vont avoir des plus petites équipes de QA avec un budget plus limité, donc c'est certain que dans ce temps-là, et surtout dans le monde mobile, tu sais, juste avoir accès à toutes les différents téléphones, les différentes tablettes possibles d'avoir, avec toutes les résolutions possibles d'avoir, dépendamment de la grosseur du studio, ça devient compliqué de gérer tout ça, donc c'est certain qu'il peut s'en glisser. Encore là, on rentre dans un autre sujet
le blâme sur le QA quand un jeu est Ouais. sorti. Tu sais, est-ce que c'est... À quel point c'est la faute du QA? Pourquoi ça n'a pas été testé? Ça devrait pas être là, ce genre de bug-là. Mais tu sais, c'est ça. Sur mobile, encore plus que sur n'importe quelle autre console, c'est difficile de pouvoir dire à 100% que ton jeu, quand il va sortir, il n'y aura pas de problème. Il n'y a personne qui peut se permettre de dire « Ah, c'est Ouais. ça, il est total clean. » C'est nécessairement tous les jeux qui vont sortir sur les tablettes. Il y a des bobos à quelque part. Ben, tu dedans. dis des bugs qui sont pas supposés d'être là, c'est incroyable, c'est épouvantable, je sais pas croire qu'ils ont laissé passer ça. Je salue 2K20 de la WWE. Mais à part de ça, est-ce qu'il y a des jeux où que les développeurs laissent de façon penser certains bugs qui est considéré comme des glitches ou des choses comme ça pour eux autres qui finalement les joueurs mondiaux ben, finissent par trouver? Est-ce qu'ils en laissent de façon stratégique? Stratégique, je dirais pas. Ben oui, mais non. En fait, c'est certain que dans le meilleur des mondes, on sortirait un jeu puis on s'assurerait de fixer tous les problèmes, de régler tous les bugs, s'assurer qu'ils soient sans bug, mais c'est impossible. Comme je disais tantôt, là, à un certain point, quand plus le jeu est terminé, plus il est proche d'être stable, le plus propre possible. C'est là que ça devient de plus en plus dangereux, parce que tu règles un problème, t'en crées d'autres ailleurs. À un moment donné, ça devient de plus dangereux. Donc, vers la fin, puis surtout quand on a des deadlines, exemple, le jeu va sortir, ça a été annoncé mondialement, le jeu va sortir le 21 octobre. Faut faire des choix. Donc, c'est certain qu'à ce moment-là, quand les gens disent « Ah, on a vu ce bug-là, pourquoi il n'a pas été trouvé par le QA? Pourquoi l'équipe de QA faisait quoi? » Ben, tu sais, peut-être qu'ils l'avaient trouvé, mais la décision a été prise qu'on pouvait vivre avec en attendant une patch éventuelle, parce qu'on n'avait plus le choix. Rendu là, il faut aussi tenir compte que sur un projet, exemple, je mets des chiffres inventés, si une équipe de test avait un budget d'environ 150 000 heures de tests pour ce jeu-là, puis c'est un jeu qui est joué à l'échelle mondiale, mettons qu'il y a 2 millions de joueurs. Dans la première heure de sortie du jeu, il va y avoir 2 millions d'heures de tests de fait. Le QA avait 150 000 heures de tests. C'est ça, give me a chance. Fait qu'en une heure, c'est sûr que vous allez avoir fait comme 20 fois le nombre d'heures qu'on a fait de QA jusque-là. Donc c'est sûr que vous allez voir des choses que le QA n'aura pas vu, juste dû au fait que à un moment donné, il faut que le produit sorte, on peut pas répliquer. Pour répondre à la demande. Exactement. Mais je te pose la question parce que du pourquoi, est-ce qu'il laisse vraiment un bug à telle place? Ben, là-dedans, tu me dis une réponse puis une autre qui est comme sous-entendue. Tu me donnes comme deux réponses. La première, c'est on l'a sûrement déjà vu, mais avant la mise en disponibilité, la mise en marché de notre produit, ben, on se devait de régler ce qui était le plus problématique, ce qui bloque le joueur à sa progression dans le jeu. C'est parce que ça, c'est problématique. Mais mettons que, je sais pas, son chapeau à côté sur un mur change de couleur, ben on s'est entendu que ça bloque pas la progression du joueur. Mais je te pose la question, surtout parce que là, j'ai un exemple en tête, parce que il y a des compétitions de jeux vidéo pour les meilleurs joueurs avec les meilleurs skills, mais il y en a aussi pour les meilleurs joueurs avec au niveau de la rapidité pour faire le jeu. Et je prends l'exemple de Sekiro Die Twice. Pour ceux et celles qui le savent pas, ben en fait, c'est un jeu à la Dark Souls, mais version japonaise, je vais l'expliquer comme ça, puis c'est les mêmes créateurs. Ben, dans les compétitions de rapidité, de faire le jeu le plus rapidement possible, rappelle-moi le terme, j'ai oublié le terme, là. C'est Sprint Run? Sprint Run, merci. Sprint Run. Ben, à ce moment-là, ben, dans le jeu Sekiro, il y a des joueurs qui se sont rendus compte que, ben, en faisant un bug, en sautant je sais pas trop où dans l'eau, ça fait en sorte que tu peux nager dans les airs et aller plus vite, OK? Et ça, ben, vraisemblablement, ça peut être réglé avec une patch, quoi que ce soit, mais ils l'ont laissé. Donc, j'imagine que soit qu'en le réglant, ça créait d'autres problèmes, ou ça, c'était pas essentiel parce que la majorité des joueurs le savent pas. Ben, ça, c'est un concept aussi justement, on parlait de ça tantôt, de laisser un bug ouvert parce que, pour une raison X, mais une des raisons peut être, bon, est-ce que le bug a vraiment un impact négatif sur le jeu? Puis pour le joueur, mais c'est l'autre raison, c'est est-ce que ça va vraiment arriver à plusieurs personnes? Est-ce que c'est quelque chose qui va être fréquent? Donc souvent, si c'est quelque chose qui va être rare à arriver ou qui va arriver à une personne sur 10 000, on va peut-être prendre une décision qui c'est moins grave qu'un autre problème qu'on a décidé de fixer. J'avoue que dans ce cas-là précis, c'est dans une place particulière, il faut que tu fasses telle ou telle affaire pour que ça arrive puis le faire. Fait qu'il faut que tu le saches ou que tu le veuilles en motadine. Tu cherches vraiment beaucoup, mais là, rendu là, c'est que c'est très rare. Probablement que ce bug-là a été
trouvé puis qu'on a pris la décision, écoute, ça vaut pas la peine versus le risque versus qu'est-ce que ça va apporter de bien. Rendu là, ils ont peut-être pris la décision, ça arrivera pas à assez de monde, mais là, on est à l'ère où tout le monde est sur Twitch puis sur YouTube, puis dès que quelqu'un trouve quelque chose comme ça, va le mettre en vidéo, c'est vu par 600 000 personnes, puis là, tout le monde est rendu capable de le faire. Là, à partir de ce moment-là, si c'est un jeu qui est compétitif, puis là, il est comme trop tard, on l'a laissé là, est-ce que tu veux le patcher puis donner l'avantage à celui qui avait réussi avant? Ça devient compliqué là, de gérer ça, de prendre une décision. C'était comme ça, il y a du monde qui sont allés dans le leaderboard avec ça, ça fait que là, tu sais, il faudrait qu'ils prennent la décision de resetter le leaderboard. Si, mettons exemple, c'est un jeu qui a un leaderboard, là, je sais pas si dans le cas de... Non, est-ce que je sache, non. Fait que, non, c'est ça. Donc, c'est des choix, là, qu'on peut... C'est peut-être possible aussi que ça n'a pas été trouvé, là. Ça, c'est pas impossible. Puis, donc, je poursuis toujours dans les compétences ou dans les tâches qu'un QA a, et on l'a mentionné, puis tu l'as dit tantôt, après les bugs, tu transfères le bug, le rapport de comment le reproduire, comment que ça se passe, puis tu peux proposer aussi des possibilités, même si tu n'as pas trouvé la manière de le reproduire. Je crois que c'est peut-être lié à ça aussi ou ça. Et par la suite, le développeur, le programmeur va vouloir régler le problème, croit avoir trouvé la solution, renvoie une version, donc une mise à jour qui n'est pas publique, qui est juste à l'interne pour ceux et celles qui développent le jeu, qui retourne directement la tâche au QA, au testeur de jeux vidéo. Il reçoit ça, il doit le retester, essayer de trouver une façon de le reproduire. Si c'est pas réglé, si c'est réglé, tant mieux. Puis on fait la mise à jour, on envoie ça aux joueurs, il n'y a plus de problème, super le fun. Mais comme tu l'as dit, après un bug de régler, des fois, il y en a un autre à côté que ça crée parce que ça reste de la technologie puis de l'informatique. Le côté suivi de tout ça, comment ça se passe, autant pour le développeur que le QA à l'interne, ça se produit comment? Lorsque ça arrive encore, si ça l'a changé légèrement, on va s'assurer de repartager une nouvelle information, s'assurer que l'information est à jour, mais si ça l'a pas changé, on va juste tout simplement le retourner. Souvent, ça peut être un problème tout simplement que le fixe a pas été mis dans la bonne version, donc on se retrouve avec le fixe étant manquant sur le build qu'on a, ce qui est la version la plus simple qui peut arriver, mais parfois, c'est ça, un bug va en créer un autre, donc ça va être lié à ça, donc il va falloir qu'on investigue autour de cette partie du jeu-là qui était buggée pour voir ce que ça allait créer autre chose, puis si c'est le cas, ça serait de répertorier ce nouveau bug-là en lien avec celui-là, puis s'assurer que la personne comprenne bien que ça peut être découlé du fixe, on va les lier ensemble pour partager le plus d'informations possible aux développeurs pour qu'ils puissent bien fixer ça. Fait que finalement, un jeu parfait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il n'y a rien qui est parfait. C'est impossible. Parce que sans mise à jour, on s'entend, ou sans nouveauté dans un jeu, mettons, en ligne, ou bien un jeu qui existe déjà, on appelle les fameux DLC, ou un ajout au jeu, veut pas, on perd la clientèle, ou on la garde moins active. Donc, à ce moment-là, les créateurs de ce jeu-là, les développeurs, sont obligés de se réinventer puis d'ajouter du contenu pour pouvoir évoluer puis continuer d'avoir un produit intéressant. Mais ça fait en sorte que, veut pas, avec de la nouveauté, viennent des risques. Avec les risques, vient des bugs. Puis avec les bugs, continue, il reste du travail tout le temps à faire. Donc, la perfection n'existe jamais dans le jeu vidéo. Non, puis plus ça va, plus les jeux sont gros et vastes et longs à passer. Donc, les joueurs sont de plus en plus exigeants par rapport à ça. On veut des jeux qui prennent 20, 30, 40 heures de gameplay. Pour que ça, c'est sûr aussi, les jeux sont rendus chers. On parle de, je pense, 70, je pense qu'ils veulent monter 80, à 80. Ouais, c'est déjà fait. Là. Je peux comprendre aussi que le joueur en veut pour son argent, mais plus on en demande, plus le jeu est gros, plus il y a des chances que les risques de bugs soient présents. C'est certain qu'en plus, faut calculer que plus le jeu est gros, plus on paye de testeurs pour tester ça, plus on paye de testeurs, plus ça coûte cher, c'est ça. Plus c'est comme un cercle c'est en plein vicieux. Ça. Faut comprendre que oui, votre jeu vidéo vous coûte cher, mais combien il y a de têtes derrière ce développement-là, combien il y a d'heures de travail, de personnes, de génie derrière ça, c'est du stock en torpinouche. Tu dis oui, 70-80 piastres, mais à l'époque, là, aux consoles, là, quand on avait nos cassettes qu'il fallait pas souffler dedans puis qu'on soufflait pareil, là, avec les prix du temps, c'est des années 80, 90 puis début 2000, c'était aussi dispendieux, là. Puis oui, et on peut aussi dire que les jeux étaient beaucoup moins vastes, là. C'était pas mal moins long. Si on compare Super Mario Bros à aujourd'hui, justement, tu parles de Dark Souls ou de n'importe quel jeu que
comme Call of Duty qui offre un système en ligne qui est constamment patché puis updaté, qui t'offre des heures de jeu limitées autant que tu veux. Ouais, c'est ça. Oui, les jeux coûtent cher, mais je dirais que par rapport à ce que c'était à l'époque, je crois qu'on ne doit pas être si loin là, de ce que c'était en frais de qualité, puis de prix, puis ce qu'on offre. Quand je veux revenir sur il n'existe pas de jeu parfait, là, les jeux d'aujourd'hui, tu sais, ils sont énormes, puis effectivement, comparativement aux jeux qui étaient sur CD, sur cassette, puis tout ça, là, est-ce que il y avait moins de bugs qu'avant parce que c'était plus petit ou parce qu'il était closé parce qu'il n'y a pas de patch? On s'entend sur une cassette, tu peux pas avoir une patch, là. Tu peux pas avoir un Pokémon Stadium puis avoir un DLC dessus, tu sais. Non, je pense même que c'était pire, en fait, justement, dû à ça. Mais tu sais, si tu regardes les sprint runs, justement, si on veut parler de bugs, les sprint runs des vieux jeux, ça se passe en 5 minutes, 6 minutes, 12 minutes, dépendamment lesquels. Donc, puis ça, c'est tout basé sur des bugs de... tu joues à Mario, je sais pas lequel, puis tu peux voler, passer tous les mondes, puis arriver direct à la fin. C'est la même chose pour Mario 64 ou Zelda, les sprints sont de plus en plus à cause de bugs que tu pouvais pas à l'époque fixer après. Mais c'est ça, fait que dans le fond, tu me confirmes qu'il y a eu un petit peu plus de troubles, de flops reliés à ça. T'sais, si on pense au E.T., au jeu E.T. de ce monde, au Superman à 64, pis des choses comme ça, ça démontre que oui, ils ont essayé de faire le possible, mais il y avait soit pas le nombre de têtes pour pouvoir travailler dessus, ou bien ils ont promis une date puis ils ont pas voulu repousser la date, ils l'ont sorti dernière minute puis ça a donné ce que ça a donné. Ben, c'est ça, je vais pas me prononcer exactement sur la grosseur des équipes que c'était à l'époque, mais tu sais, je peux parler pour certains produits que je sais que c'était des équipes souvent à l'époque on parle d'un one-man army qui était le programmeur, l'intégrateur, l'artiste, le soundman, puis il faisait aussi le QA, puis il sortait un jeu, là. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, si t'as une équipe si petite que la même personne s'occupe de tant de rôles, c'est certain qu'à un moment donné, il y a un aspect du jeu qui va payer. Ouais. c'est certain. Là. Mais tu mentionnes la grosseur des équipes, puis dépendamment de la grosseur du jeu, j'imagine aussi que ça joue avec le budget. C'est comment qu'on décide que telle compagnie ou tel développement d'un jeu ou quoi que ce soit a plus d'importance ou a plus besoin de tête en qualité d'assurance, en technicien. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend du budget, le budget qui est alloué pour le projet. Ça dépend de la grosseur du jeu. C'est certain que si on fait un jeu qu'on veut mettre sur le store à 30-40$ pour un 5-6 heures de gameplay, ça va demander une beaucoup plus petite équipe qu'un jeu qui a des millions en budget et qui va sortir. Donc c'est certain que c'est une question de budget, c'est juste une question de budget puis l'ampleur du projet. Puis en fait, après ça va être redistribué par rapport à c'est quoi les estimations qu'on fait pour combien de temps on pense que ça va prendre pour faire les animations, combien de temps ça va prendre pour faire le son, et ainsi de suite. On va passer ça, on additionne tout, puis après ça, le QA prend une partie de tout ça, puis quand on additionne tout, ça donne le budget puis le nombre de personnes qu'on a besoin pour ça. Le deadline aussi, est-ce que c'est un jeu qu'on se fait demander de faire en 3 mois? Est-ce que c'est un jeu qu'on se fait demander de faire en 6 mois? Si c'est un jeu qu'on doit rusher, on va peut-être avoir des plus grosses équipes pour réussir à le faire plus rapidement. Donc c'est ça, il y a beaucoup de variables qui vont influencer là-dessus. C'est un peu comme gérer une cuisine, là. Écoute, tu peux avoir les meilleurs ingrédients du monde, mais pas assez de personnes dans ta cuisine pour pouvoir faire de la bonne nourriture puis offrir un bon produit. C'est un peu le même principe. Puis pour venir aux testeurs de jeux vidéo, au QA, est-ce que c'est possible de faire une carrière toute sa vie là-dedans puis d'évoluer? Écoute, je peux pas mentir pour ça. C'est extrêmement difficile comme milieu. Moi, je fais partie des chanceux qui ont réussi à se passer une carrière là-dessus, mais ça a été une bataille de longue haleine et c'est constant. Là. C'est un milieu qui est très instable, qui est quand même relativement insécure, si on veut. Mais pourquoi? Pourquoi c'est instable? Les jeux, si on prend, mettons, les plus gros développeurs, exemple, à Québec, si on prend Binox, si on prend Gearbox, c'est des gros développeurs qui vont souvent sortir leurs jeux. Ils ont, mettons, des vaches à lait qui vont, dans le cas d'Activision, qui vont sortir un Call of Duty à chaque année. On sait qu'il va y avoir un nouveau Call of Duty à chaque année.
en automne, dans les mêmes dates. Le reste du temps, ben, c'est plus tranquille. Le QA, contrairement aux autres, contrairement aux programmeurs, eux vont rentrer à des moments précis durant le développement du jeu. C'est certain que le QA n'est pas là depuis jour 1. Là. Il faut qu'il rentre en production, il faut que les levels soient créés. Que c'est quasiment une job saisonnière, mais version... Exact. Et nous, on arrive en dernier. Là. On arrive un petit peu avant l'alpha, puis ainsi de suite. Puis après ça, là, on va l'amener jusqu'au bout, mais on est là au milieu du projet, puis après ça, c'est nous qui le termine. Donc, c'est certain que les rushs, j'ai pas besoin de... Je vais pas surprendre personne non plus avec ça. Là. Ça implique qu'on est aussi ceux qui sont beaucoup touchés par les crunch time dans le jeu vidéo, là, qui est une réalité qui est de moins en moins présente, mais qui est toujours là. Donc c'est ça, nous, ça va être... On sait qu'on veut sortir à Noël un jeu. Ben là, on le sait que l'été, exemple chez Binox, on engageait jusqu'à 250 personnes l'été pour Call of Duty, pour Skylanders, pour Guitar Hero, qu'on savait que... Excusez-moi. On savait qu'il allait sortir un jeu bientôt, puis le gros rush est dans le dernier quart du développement du jeu. C'est là qu'on a besoin de nous autres. Ensuite, le temps que là, le prochain jeu rentre en développement, puis soit rendu assez loin dans le processus pour qu'on ait besoin de QA, ben c'est qu'on a des têtes de trop, puis là, ben, on doit diminuer. Fait que souvent, c'est beaucoup du contractuel. Oui. Je parlais de seconde, c'est ça, donc c'est beaucoup des contrats, souvent des contrats de 3-4 mois. Puis ensuite, donc l'été, souvent ça va être des étudiants qui vont embarquer là-dessus. Oui, il y a des postes permanents, oui, il y a des jobs permanents pour les plus gros studios qui ont constamment des gros projets en rotation. Mais c'est quand même plus rare. Là. Puis on se cachera pas, oui, c'est possible. Mais c'est tough, puis c'est pas nécessairement un job que tu vas pouvoir dire que elle est certaine pour toute ta vie. Il n'y a pas tant d'échelons, de la manière dont tu me l'expliques, il n'y a pas tant d'échelons à pouvoir grimper pour avoir un salaire ou un niveau de vie. Non, ben c'est ça. Ça dépend, côté testeur, c'est ça. Ça dépend de la place que tu aboutis. Exact. Là, tu me parlais de la job de testeur. C'est sûr que là, si tu as l'aspiration à faire autre chose, que tu veux faire autre chose que du test, ben oui, éventuellement, tu peux monter. J'imagine que tu peux aussi mixer les affaires. Tu peux être, mettons, QA, tu peux être peut-être représentant en même temps, ou bien tu peux être formateur pour les nouveaux. Tu peux être sûrement faire 2-3 affaires aussi qui font en sorte que tu améliores ton sort en tant que testeur de jeux vidéo. Ça va dépendre exactement si tu travailles comme tantôt je parlais de testeur de développement, testeur de fonctionnalité, il y a des endroits que c'est des studios de test en fait qu'on appelle, ils font juste du test pour plusieurs compagnies différentes. Dans leur cas, c'est certain que les opportunités sont plus limitées parce qu'ils font juste du test, donc à la limite tu vas être chef d'équipe, tu vas être chargé de projet ou tu vas travailler, mais par rapport au test seulement. C'est sûr que si tu travailles dans un studio de développement, exemple Gearbox ou Binox, c'est certain que là, ça t'ouvre plus d'opportunités parce qu'éventuellement, tu vas pouvoir monter, oui, si tu veux devenir QA lead ou chef d'équipe ou chargé de projet, mais éventuellement, tu vas acquérir assez d'expérience puis tu vas pouvoir apprendre pour faire autre chose si tu es un peu intéressé à d'autres choses dans le domaine du jeu. Ça peut ouvrir d'autres portes, là. C'est pas rare en fait, il y a dans presque tous les studios, il y a des personnes qui ont des postes soit de game designer, de level designer, qui vont travailler en audio, que c'était originalement des testeurs qui ont juste appris sur le top et qui sont montés jusqu'à ce que... Donc oui, c'est possible. Il y a des avancements. Ben, c'est intéressant. Puis écoute, parce que là, je vois le temps filer, puis il y a une chose que je veux parler avec toi avant de terminer. Au niveau d'un développement d'un jeu vidéo, là, oui, ça a un lien avec le QA, avec le testing, mais il sort un petit peu les étapes avant qu'un jeu vidéo soit mis en ligne ou vendu dans les magasins aux clients. C'est quoi les étapes? Y a-tu des noms à ça? Est-ce que c'est des étapes qui comprennent des mises à jour? Ça ressemble à quoi? C'est quoi les variantes possibles? Dépendamment du produit sur lequel on travaille, il y a toujours les classiques. Là. Généralement, ça va être un alpha, un bêta, puis ensuite ça va amener au release candidate qui se trouve être le produit final qui va se retrouver sur les tablettes. Ça, c'est les standards dans pas mal toute l'industrie. Il peut y avoir certains jeux qui sont sur une assez longue période avec qui on va rajouter des échelons comme un pré-alpha, un pré-bêta, peu importe. Mais généralement, ça va être alpha, bêta, puis release candidate. C'est ce qu'on appelle des milestones. C'est là qu'on va se mettre des objectifs. Pour l'alpha, on veut avoir ça de fait. Pour le bêta, on va avoir ça de fait.
Puis après ça, là, généralement, après le bêta, ce qu'on va faire, c'est le peaufinage. on va peaufiner le jeu, c'est ça. OK. Et normalement, l'alpha, ce qu'on veut faire, c'est que c'est un produit on veut être capable d'avoir implémenté au moins un peu de tout, de ce qui est supposé être dans le jeu final, que ce soit fonctionnel au moins une fois, un peu partout. Donc c'est pas un jeu qui est final, c'est pas les niveaux qui sont terminés, c'est juste on a tout mis à l'intérieur, ce qu'on veut que soit là, toutes les features sont là au moins une fois, pour qu'on puisse les tester, pour qu'on puisse voir c'est quoi, puis avoir un petit peu un feel de qu'est-ce que ça va avoir l'air. C'est ça un alpha. Donc c'est très préliminaire comme produit. Après ça, on va aller au bêta, là, il devrait avoir, ça va être la plus grosse période. Le chemin vers le bêta. Le bêta, c'est que ça, c'est le produit qui est le plus final possible. Il est pas... ça veut pas dire qu'il n'y a pas de bugs. Ça veut dire qu'il est techniquement... Il est jouable. Ouais, techniquement rendu là, on est supposé avoir fini d'implémenter du stock. Techniquement. Ça veut pas dire que des fois, on va pas étirer plus loin. Ouais. Là. Mais techniquement, la version bêta... on va souvent en ouvrir. Il y a plein de gens qui ont déjà joué à une version bêta. Souvent, les développeurs vont se servir de la version bêta pour la faire tester à plus grande échelle, justement, parce que il y a pas une équipe de testeurs, c'est bien, mais on va jamais être capable de mettre autant d'heures que si tu l'ouvres à 100 000 personnes, mettons. Donc, souvent, il va y avoir, exemple, World of Warcraft présentement, il y a des clés bêta pour tester le prochain. Exactement. Ça sert pas à faire plaisir aux joueurs, oui, mais ça sert aussi à faire un autre check-up. Surtout pour les jeux en ligne, nous, ça nous permet de voir est-ce que nos serveurs sont assez solides présentement, est-ce que si on popule un serveur avec tant de personnes présentement, est-ce que ça va faire sauter, est-ce que la performance va être bonne? Ça, c'est des trucs qu'il faut regarder. Donc, quand on donne des bêtas, puis on invite certaines personnes à jouer un bêta ou un test, user test qu'on appelle, oui, c'est à ça que ça sert. Donc, le bêta, souvent, ça va être ça. Souvent, puis nous, ça nous permet, les gens vont pouvoir répertorier rapidement des bugs qu'on aurait manqués. Ça va nous permettre aussi de voir la performance, comment ça va. Mais c'est ça, les bêtas, c'est ça. C'est presque terminé, mais s'il reste à faire le polish, fixer le plus de problèmes qu'on peut avant la date de sortie du jeu. C'est là qu'il va y avoir des décisions qui vont se prendre sur qu'est-ce qu'on veut, il nous reste tant de temps, qu'est-ce qu'il faut qu'on règle le plus rapidement possible, puis c'est là que le crunch y rentre. Puis, là, tu parles avant le lancement puis la publication d'un jeu, mais est-ce que c'est les mêmes étapes pour chaque mise à jour? Chaque ajout qu'ils vont faire au jeu éventuellement, ou une mise à jour sur l'interface ou quoi que ce soit, est-ce que c'est les mêmes étapes, est-ce que c'est les mêmes noms? Ou... Ça dépend. Si, exemple, si on parle d'une expansion ou j'ai un blanc, les Season Pass puis ces trucs-là, où c'est des niveaux complets qu'on refait, ou exemple, Borderlands qui vont sortir une expansion complète, c'est carrément un nouveau niveau avec une nouvelle mission. Là, on va recommencer from scratch, mais c'est beaucoup plus court là, comme délai. Donc, ça va aller rapide. Il ne va pas nécessairement être des alpha, bêta, puis RC, ça va... Oui, mais c'est très rapide. Donc oui, ça c'est puis dans un cas que c'est juste une mise à jour, quoi que ce soit, c'est tout simplement une job de testing puis de vérification. Puis... Quand on fait du bug fix ou des patchs, en fait, qui vont sortir avec juste des bugs fixes, dans ce cas-là, oui, c'est ça, c'est juste ça a été vérifié, ça a été testé, puis on va juste pusher ça live. Aussitôt que tu vas mettre ton jeu, tu vas booter ton jeu, ils vont t'avertir que tu as une patch, ça va être fait. Et souvent aussi, il y a certains jeux que il y a des jeux que quand tu le mets pour la première fois, c'est très long à downloader, puis c'est interminable, mais c'est parce que souvent, il y a déjà une patch en partant Day One. Souvent, c'est pour ça, c'est que il faut, à un certain point dans le cas des consoles, exemple, il faut qu'on sorte le produit sur CD. Donc, c'est certain que dans ce temps-là, il faut l'envoyer plus tôt, il faut que ce soit imprimé, que ce soit printé, que ce soit mis dans des boîtes, que ce soit envoyé dans tous les magasins. Donc, on n'a pas le choix de fournir un produit plus tôt. Et souvent, ça va arriver qu'à ce moment-là, si on va faire une espèce d'entente avec avec soit Sony ou Microsoft en disant, écoutez, il en reste encore des bugs, mais c'est le temps que vous fassiez les CD, vous les imprimiez, tout ça, on va avoir le temps de les fixer, puis dès que les personnes vont mettre le jeu dans la console, ça va automatiquement updater avec la patch, avec les fixes qui sont pas encore techniquement là. Ouais. Donc, oui. Ça donne un bon visuel. Ben écoute, merci Marco. Puis écoute, j'ai pas le choix de te faire la mention. T'es très à l'aise à faire de la radio pour une première parce que le monde ne le savent pas, mais c'est la première fois que je t'amène toi. Puis je pense que t'avais pas fait de radio avant. Non. Puis mentionner aussi que pour ce qui est des QA et tout ça, là, ils ont déjà les qualités de base pour faire de la radio. Je t'explique pourquoi, c'est très très simple. Quand on parlait de faire un rapport par rapport à un bug, là, puis pouvoir le rapporter, on a besoin de beaucoup de curiosité pour faire de la radio,
puis on a besoin aussi beaucoup d'observation. Et vu que la radio, c'est un théâtre d'imaginaire, on n'a pas de visuel ou quoi que ce soit, il faut bien l'expliquer. Il faut bien mettre le visuel pour que notre auditoire le comprenne bien. Donc, c'est le même principe pour vous autres, les testeurs de jeux vidéo. Vous avez besoin de décrire en détail et le comment du pourquoi c'est arrivé, puis d'être le plus précis possible pour que la personne puisse l'imaginer, recréer et le refaire par la suite. Donc, voilà, ça si fait tu du voulais... sens. Oui, mais pour vrai, tu sais, puis d'une job à l'autre, il y a souvent des points communs comme ça, puis on s'en rend pas compte, puis c'est en te parlant que je me suis tout de suite rendu compte que ça allait être facile de faire quasiment 1 heure avec toi, parce que justement, ben, on explique bien, puis on fait des bonnes images pour ceux et celles qui écoutent. Fait que merci d'avoir pris le temps d'avoir démystifié pas mal de trucs pour ceux et celles qui s'intéressent. Puis je pense qu'à la fois, t'en as sûrement intéressé, donné envie de peut-être essayer ça pour leur carrière, et dans d'autres, t'es peut-être aussi découragé parce que c'est plus de job qu'on pense. J'espère que non, mais en même temps, c'est la réalité. Ouais. Donc, si quelqu'un s'est intéressé pour les mauvaises raisons, ça va peut-être... Ouais. Ils sont mieux de l'apprendre là que d'avoir le poste puis finalement trouver que c'est de la merde. Exact, ouais, bref, ben, merci, puis je te dis au plaisir. Ça se peut qu'on se recroise, on sait jamais. Ben oui. Puis pour tous ceux et celles qui ont téléchargé le podcast, je vous dis soit bon matin, soit bon après-midi ou bonne soirée. Je sais pas c'est quand vous téléchargez le podcast, et je vous dis bye bye. Si vous voulez encourager local, pensez Voyage Aquaterra Lévis. Mel Guillemette et son équipe sont là pour vous. Avec Voyage Aquaterra Lévis, comblez vos désirs grâce à nos agents formés pour organiser vos voyages sur mesure. Voyage Aquaterra Lévis, 88 741 3437, 88 741 34 37.